Bonjour, c'est Bernard Muscolo, psychologue, et aujourd'hui je vais vous définir ce qu'est la relation d'aide dans le courant de la psychologie. La relation d'aide, elle est considérée comme faisant partie de la psychologie humaniste. La psychologie humaniste est aussi appelée la troisième force par rapport à deux forces précédentes, on va dire, en tout cas deux approches différentes et précédentes à la relation d'aide et à la psychologie humaniste, qui sont la psychanalyse, qui est probablement le mouvement le plus ancien de la psychologie et qui est vraiment le mouvement fondateur. Et puis, à l'époque de Carl Rogers aussi, eh bien, c'était le behaviorisme, donc le comportementalisme qui prétendait donc expliquer le comportement, les comportements humains par un jeu de stimuli-réaction. Hein, voilà. Donc, la psychologie humaniste, elle arrive à l'intérieur de ce mouvement des psychologies, hein, et elle a comme postulat de base que l'humain a un élan inné à vouloir réaliser son plus haut potentiel. Il a un élan inné à vouloir se développer et à réaliser son potentiel. Réaliser son potentiel de vie relationnelle, de vie professionnelle, de vie spirituelle. Et donc la psychologie humaniste est définitivement une approche optimiste de l'humain. Ce qui n'est pas le cas de la psychanalyse, par exemple, puisque dans la psychanalyse, l'humain est considéré comme étant un espèce de vaste réservoir de pulsions, pulsions elles-mêmes pas forcément très morales, et qu'il est agi non pas par son esprit conscient, mais en priorité par son esprit inconscient. Donc vous voyez qu'on n'est pas du tout sur les mêmes postulats. Carl Rogers, donc c'est entre les années 40 et 50. Dans ces années-là, il y a plusieurs choses qui se passent au niveau des mouvements de psychologie, dont la psychologie systémique, qui va avoir le même, un des mêmes points de départ, qui est que le thérapeute, le praticien en relation d'aide, est, est dans la relation quelqu'un qui n'est pas neutre. Dans la psychanalyse, l'analysant, celui qui est allongé, fait son analyse, globalement accompagné par son psychanalyste, et c'est lui qui fait le travail, c'est l'analysant. D'accord ? Dans l'idée de la relation d'aide, le praticien en relation d'aide n'est pas du tout neutre, tandis que le psychanalyste est neutre. Hein, on dit qu'il a une neutralité bienveillante. Il faut arriver à définir ce que c'est, mais en tout cas, le psychanalyste se vit comme neutre, alors que le praticien en relation d'aide sait qu'il fait partie du système, tout comme en systémique, un thérapeute systémique sait qu'il fait partie du système, et que c'est à partir du fait d'être dans le système, ça peut être simplement la relation duelle, hein, la relation à deux, et bien cette chose-là va déjà permettre qu'il y ait des choses qui changent dans le système, et donc chez la personne qu'on accompagne. Dans la relation d'aide, on va se baser sur quatre choses, qui pour moi se résument en un seul mot, mais Carl Rogers en tout cas les conceptualisait comme ça, pour qu'il y ait une instauration d'une relation thérapeutique, hein, il faut qu'il y ait quatre choses. Il faut qu'il y ait de l'empathie, une écoute active, de la congruence et du non-jugement. Il l'a élaboré comme ça. Moi, je dirais qu'il y a beaucoup de choses comme ça qui rentrent dans ma définition à moi, qui serait celle de l'empathie. L'idée, c'est quoi? La congruence, c'est quoi? La congruence, c'est que je suis dans le système de relations thérapeutiques avec cette personne et que mes réactions sont congruentes et authentiques. Et donc, je vais pouvoir aussi m'appuyer sur ce que je ressens dans la relation, dans le moment duel qu'on est en train de vivre, pour relancer le discours, pour aider la personne à clarifier ce qu'elle est en train de dire. L'empathie, ça va être cette qualité de présence qui va être là et qui va justement conjuguer le fait d'être dans le non-jugement et d'être dans une attitude qui est bienveillante, en même temps qu'une écoute active. L'écoute active, c'est-à-dire que je ne vais pas être passif comme dans la psychanalyse, mais je vais relancer, je vais reformuler, et la reformulation est un des outils fondamentaux de la relation d'aide. Il y a une définition de l'empathie que j'aime pas trop, qui est celle du Larousse, qui est se mettre à la place de l'autre. Alors je sais qu'on l'entend beaucoup, on l'entend beaucoup en relation d'aide aussi. Je ne sais pas en quelle mesure elle peut être véritablement
comment dire, opérationnel, c'est pas tellement l'idée de se mettre à la place de l'autre, mais c'est véritablement d'être en posture d'accueil dans le moment présent, au moment où la personne nous décrit son histoire, sa problématique, ce pourquoi elle est venue et ce pourquoi elle a demandé de l'aide. Donc, voyez plutôt l'empathie non pas comme la capacité à se mettre à la place de l'autre, bien qu'il y ait un petit peu de ça, mais voyez-le davantage comme la qualité de présence que vous allez développer et qui va permettre d'accueillir cette personne dans le non-jugement et de l'aider à clarifier ses pensées. Je disais, un des outils de la relation d'aide, enfin d'ailleurs l'outil principal, hein, c'est la reformulation. La reformulation, elle va pouvoir être de divers ordres. Hein, on utilise diverses manières de reformuler. Alors comme je ne suis pas dans une formation sur la relation d'aide, je vais juste vous en donner deux par exemple. Il y a simplement la reformulation en écho. Elle vise à quoi? Ben, elle vise en fait à relancer le discours et à permettre à la personne aussi de clarifier. Et en fait, on va simplement reprendre les mots de la personne, on va répéter les mots tels que la personne les a dit. Quand j'avais 8 ans, que mes parents s'occupaient de mon petit frère, je me sentais délaissé. Vous vous sentiez délaissé? Et la personne continue. Et là, on est dans une reformulation écho. La formulation écho peut être beaucoup plus longue que ça. Hein, voilà. Mais ça peut simplement être ces quelques mots. Et puis vous avez une autre reformulation qui s'appelle la reformulation en clarification. Clarification de quoi? Eh bien, en clarification des émotions. C'est-à-dire que dans la reformulation, vous allez mettre en lien ce que la personne a vécu, ce qu'elle a fait, les événements qu'elle a vécus, voire peut-être même ce qu'elle a pensé, et les émotions. Donc la reformulation en clarification, ça peut ressembler à quelque chose comme ça. Ok, quand vous me dites que tac, 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 en fait vous vous êtes senti délaissé, est-ce que c'est bien ça? Et là, vous faites un lien entre ce que la personne a vécu et une émotion. Et vous n'oubliez surtout pas de rajouter « est-ce que c'est bien ça ?» Parce qu'il ne s'agit pas de lancer une interprétation, notre interprétation de ce que nous avons compris, mais il s'agit bien d'aider la personne à clarifier la situation, et donc, elle peut tout à fait vous dire « bah non, c'est pas du tout ça ». Et c'est pas très grave, même si elle vous dit ça. Ça veut simplement dire que peut-être qu'elle n'a pas été claire, peut-être que nous, on n'a pas été clair ou qu'on n'a pas compris, et qu'on va pouvoir faire une autre reformulation en clarification qui va permettre à un moment donné que la personne ait suffisamment de clarté, qu'elle puisse faire suffisamment de liens entre ce qu'elle a vécu et l'émotion qui en a découlé, pour qu'avec cette clarté, elle puisse arriver à, on va dire, métaboliser, dissoudre tout ce qui est bloquant pour elle, tout ce qui fait qu'à un moment donné, le processus de développement inné qui est celui de la psychologie humaniste, tout ce qui fait que ce processus-là a été bloqué à un moment donné par des peurs, des inhibitions, des traumatismes, etc. Voilà. Ce dont je voulais vous parler aussi par rapport à la relation d'aide, c'est de la notion de souffrance. Souvent en relation d'aide, vous allez entendre parler de clients et non pas de patients. Et alors dans le soin, on parle beaucoup de patients. Alors patience, ça vient du latin patience. Patience. Hein, et patience, c'est quoi? C'est la souffrance. Donc le patient, c'est celui qui est souffrant. Et on ne peut pas, dans la dynamique de la relation d'aide, on n'a pas envie de voir l'autre comme étant un patient, c'est-à-dire quelqu'un qui est identifié à sa souffrance. Donc c'est pour ça qu'on utilise plutôt la terminologie de client. Parce que le client, lui, vient chercher un service. Et le plus grand service qu'on puisse rendre à quelqu'un, c'est de lui offrir de l'écoute active. C'est de lui offrir son écoute. Et ça, c'est très étrange parce que lorsque je forme en communication active, et en communication et écoute active, donc en relation d'aide, lorsqu'on fait les premières simulations client-thérapeute, eh bien, vous pouvez être à peu près sûr que malgré que j'ai donné la consigne dans ce premier entretien, aider simplement le client à développer son discours, malgré que j'ai donné cette consigne qui est très claire, eh bien, vous pouvez être sûr qu'au bout de 2-3 minutes, les personnes que je forme vont commencer à chercher des solutions aux problèmes de la personne. Donc, vous voyez comme quoi cette écoute active, elle a des qualités
hein, qui sont les qualités, on a dit, d'accueil, de bienveillance, d'empathie, et surtout pas de proposer des solutions. Ce qui m'amène au point suivant. Dans la relation d'aide, vous allez souvent entendre quelque chose qui s'appelle l'entretien centré sur la personne, ou l'écoute centrée sur la personne. Eh bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va centrer notre écoute sur la personne et non pas sur le problème. Il m'arrive assez régulièrement de faire des analyses de pratique et des supervisions pour des groupes de travailleurs sociaux, que ce soit les travailleurs sociaux et des centres sociaux de secteur, ou que ce soit des éducateurs en foyer. Et globalement, voilà ce qui se passe. Les éducateurs en foyer me disent, bah voilà, on a des problèmes avec tel jeune homme, jeune fille, enfant. Ils ne respectent pas du tout les règles et on ne sait vraiment plus comment s'y prendre. Et c'était comme ça déjà dans le foyer précédent, et etc., etc. Et alors, ouais, il se passe telle chose. Je dis, ok, alors qu'est-ce qui se passe? Et comment vous vous y prenez? Donc, bah, alors, il se passe telle et telle chose, et puis ils ne respectent pas les lieux, ils ne respectent pas les autres, etc. Alors, du coup, à plusieurs, on fait une réunion, et puis on le reçoit, et puis on lui rappelle les règles du foyer, et voilà. Donc, je dis donc, en gros, vous faites un rappel à l'ordre en présence de plusieurs éducateurs, et puis, qu'est-ce qui se passe après? C'est quoi le résultat? Est-ce que, du coup, l'enfant, le jeune homme, la personne, est-ce que ça se passe mieux? Il fait, bah non. C'est pour ça qu'on vous amène le problème. D'accord, ok, d'accord. Donc, ce que vous êtes en train de me dire, c'est que vous faites tout le temps les mêmes choses, que les foyers précédents ont tout le temps fait les mêmes choses, et que vous avez toujours le même résultat. Donc, c'est un peu... vous savez, une des définitions de la folie, qui n'est pas donnée par Freud, mais par Einstein, hein, c'est ça qui est assez étrange. Einstein dit la folie, c'est de penser qu'en faisant toujours les mêmes choses, on arrive à des résultats différents. Donc je vous laisse méditer ça. Mais grosso modo, c'est ce que me disent ces éducateurs-là. Ils me disent qu'ils font tout le temps les mêmes choses et ils s'attendent à des résultats différents. Donc je dis, ok, on peut peut-être essayer de voir les choses de manière différente. Si on veut des résultats différents, il faut voir les choses de manière différente. Et ce que vous me dites finalement, c'est que vous traitez le problème. Tant que vous êtes obnubilé par le problème que la personne vous apporte, ou tant que vous voyez la personne comme représentant un problème pour vous, eh bien, vous n'êtes pas dans un entretien centré sur la personne, vous êtes dans un entretien centré sur le problème. Et j'ai envie de dire, c'est très bien quand il s'agit de ma voiture. C'est-à-dire que mon garagiste, je préfère qu'il soit centré sur mon problème. Vous voyez parce que ma voiture, elle n'a pas de marge d'évolution, et je préfère qu'elle fonctionne comme elle doit fonctionner, et donc je préfère que mon garagiste, on va dire, traite le problème pour lequel je lui amène la voiture. D'accord? En revanche, avec l'humain, c'est pas du tout fonctionnel, cette chose-là. C'est pas du tout efficace. Au contraire, plus vous allez centrer sur le problème, et plus vous allez vous focaliser, et plus il va y avoir des crispations d'un côté et de l'autre. Donc l'idée, c'est au contraire de se focaliser sur la personne. Est-ce qu'il serait possible d'avoir un entretien avec cette personne, ce jeune homme, cet enfant, cette jeune fille? Est-ce qu'il serait possible d'avoir un entretien qui soit focalisé sur sa personne, sur ses besoins? Ok, dans les règles du foyer, qui te semblent probablement lourdes et que tu ne respectes pas, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a des besoins qui sont pas nourris chez toi? Bah oui, je trouve qu'on n'est pas assez libre. Ah ok, tu aurais besoin de plus de liberté, c'est ça? Tu aurais besoin de plus d'autonomie? Oui, c'est ça, j'aurais besoin de plus d'autonomie. Ok, et plus d'autonomie, ça passerait par quoi? Par des faits précis. Hein, d'accord, on demande des faits précis. Vous voyez, l'idée, c'est qu'on n'est plus centré sur le problème que nous cause la personne, mais on est centré sur ses besoins et ce qui est important pour elle et qui compte pour elle. Voilà, on a fait un petit tour de ce qu'est la relation d'aide. Je pense que j'ai à peu près rien oublié de ce que je voulais vous dire. Donc la relation d'aide, vous l'avez compris, elle émane de la psychologie humaniste, qui a comme postulat que l'humain a un élan naturel à vouloir se développer, à vouloir développer son potentiel et ses capacités, que la relation d'aide est créée par Carl Rogers dans les années 50 dans un mouvement de psychologie, on va dire, assez générale. Hein. Les années 50, c'est aussi le moment de la psychologie systémique. Et que dans ce courant de la relation d'aide, il y a 4 choses qui comptent pour Carl Rogers, qui sont l'écoute active, l'empathie, la congruence et le non-jugement. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse sur le non-jugement. C'est Krishnamurti, qui était un philosophe indien,
qui disait la chose suivante, il disait « Il n'y a pas de plus grande intelligence humaine que d'être dans l'observation ». Et l'observation est précisément ce qui est opposé au jugement. Hein, voilà. C'est vraiment l'attitude de non-jugement, on est dans l'observation des faits. Et enfin, la troisième chose, c'est qu'un des moyens de mettre en œuvre cette bienveillance définie par ces 4 concepts, c'est la reformulation, qui permet quoi? Qui permet à la personne d'avoir de la clarté entre quoi et quoi, entre les événements et ses émotions. Alors, je voudrais faire une petite aparté qui vaut pour toutes les approches psychologiques qui ont pour objectif de prendre soin de l'autre. Dans ma pratique, je me suis rendu compte d'une chose. Vous savez, à la fac, on nous apprend le cadre de la psychologie, le cadre dans lequel la psychologie se déploie, donc les théories et la déontologie. Donc ça, c'est quelque chose c'est parfait. C'est parfait, sauf que si c'est pas habité, ce cadre, oui, c'est comme un cadre, mais si vous avez un cadre, un beau, on va dire, cadre, et s'il n'y a pas de tableau à l'intérieur, c'est un petit peu dommage. Donc, une fois qu'on a le cadre, eh bien, je me suis rendu compte qu'il y a 2 choses qu'on ne nous enseigne pas à la fac, et que vous devez apprendre par vous-même, qui est plus de l'ordre du savoir-être. C'est que si vous voulez un accompagnement réussi, et que vous voulez aider la personne à retrouver son autonomie et ses ressources propres, ce qui est le but de la psychologie humaniste et de la relation d'aide, eh bien, cela va s'appuyer sur 2 piliers. Et ces 2 piliers sont les suivants, c'est la clarté et l'empathie. Une personne qui repart avec plus de clarté, avec des repères précis, et qui a reçu l'empathie suffisante et le non-jugement, donc une qualité d'accueil pendant le moment d'entretien, eh bien, vous pouvez être à peu près sûr que votre intervention est réussie. Voilà. Je crois que je vous ai donné, on va dire, la substantifique moelle de ce que pouvait être la relation d'aide. Il me reste à vous souhaiter une très bonne soirée. Et puis, on se revoit bientôt pour une prochaine vidéo.